Alors Camilla Parker BAS vient de se voir retirer définitivement son accès au château de Windsor par une femme décédée. Et la façon dont c'est arrivé est, franchement, plus brutale que tout ce que j'ai pu voir dans une série Netflix. L'annonce n'a pas été faite depuis un balcon. Ce n'était pas un discours. Cela ne provenait pas d'un communiqué de presse du palais soigneusement rédigé. Un avocat debout devant une table silencieuse tenait un document scellé portant la signature privée de la reine Élisabeth. En quelques minutes, l'avenir de Camilla à Windsor s'est envolé. La défunte reine avait laissé une clause irrévocable. Et voici le détail crucial qui rend cette affaire inéluctable. Aucun roi, aucun courtisan, aucun mariage royal ne peut l'annuler. Il ne s'agit pas d'une suggestion ni d'une préférence, mais d'une instruction juridiquement contraignante conçue pour survivre au changement de règne de titre, de composition du foyer à tout. Ainsi, avant même que quiconque n'ait ouvert la bouche, le sort en était déjà jeté. Avant d'aborder les conséquences pour la famille royale, abonnez-vous à Crown Watch pour ne manquer aucune mise à jour. Cela soutient la chaîne et pour être honnête, la situation évolue encore. Imaginez la scène, les avocats du palais ont convoqué le roi Charles, le prince William, la princesse Anne et Camilla dans l'aile administrative de Windsor après que des archivistes ont authentifié un addendum scellé aux instructions successorales de la défunte reine. Un addendum est en substance un ajout juridiquement contraignant à un document existant, et celui-ci avait force de loi. Windsor était important ici car il ne s'agit pas d'une simple résidence. Cela représentait la continuité, l'autorité familiale, l'héritage tout entier de la défunte monarque. L'avocat principal ouvrit le dossier et parla sans fioriture, sans rien édulcorer. Et personne dans la pièce n'osa contester le texte à voix haute. La clause de la reine Élisabeth interdisait définitivement à Camilla, la reine consorte, de vivre à Windsor, d'y posséder des appartements privés, d'exercer la moindre autorité domestique au sein du château. Charles ne l'interrompit pas. Ses doigts se crispèrent sur la table car il venait de comprendre quelque chose qui, à cet instant précis, le frappa de plein fouet. Même en tant que monarque, il ne pouvait annuler ce que sa mère avait conçu pour lui survivre. Camilla a d'abord cru que la restriction concernait le protocole. Peut-être qu'elle ne pourrait pas organiser certains événements ou occuper certaines places lors des occasions officielles. Mais l'avocat lui a ensuite expliqué la nature exacte de l'interdiction. Et elle est bien plus étendue. Interdiction de passer la nuit sur place, interdiction de bureaux privés, interdiction de toute influence sur les nominations du personnel. Et c'est ce qui est vraiment difficile à accepter, aucun arrangement prévu pour le veuvage au sein du domaine de Windsor. Ils avaient littéralement anticipé ce qui se passerait si Charles venait à décéder. Ils s'assurèrent qu'elle ne puisse pas rester là, même à ce moment-là. Son visage se décomposa lorsqu'elle comprit. Ce rejet n'était ni temporaire ni symbolique. Il menaçait tous les avenirs qu'elle avait imaginés auprès du roi. Anne remarqua une seconde page scellée sous la première. Elle demanda ce qu'elle contenait, mais l'avocat refusa de la révéler tant que toutes les personnes présentes dans la pièce n'auraient pas formellement reconnu la restriction. William resta immobile, mais son regard vers la princesse royale laissait deviner qu'il comprenait plus qu'il ne le disait à voix haute. Puis, Camilla fit quelque chose qui, je crois, en disait long sur son état d'esprit. Elle fouilla dans son sac à main, en sortit sa carte d'accès Windsor
et la déposa sèchement sur la table cirée. Il suffisait de cliquer. Aussitôt, l'avocat se retourna vers elle et lui expliqua discrètement que la sécurité du palais désactiverait l'appareil avant le coucher du soleil. Quoi qu'il en soit, elle repoussa sa chaise et exigea de savoir pourquoi la défunte reine s'était autant méfiée d'elle. Charles baissa les yeux. William regarda Anne et, derrière leur silence, se cachait un incident que la famille avait enfoui depuis des années. Les griffes avaient refermé les portes de Windsor, mais la blessure la plus profonde n'était pas la restriction elle-même. C'était de savoir que la reine Élisabeth avait anticipé cette confrontation bien avant que quiconque ne la voie venir. Pour Charles, Windsor n'avait jamais été que pierre, cérémonie et tradition royale. C'était un souvenir. C'était un devoir. C'était le lieu où sa mère avait porté la monarchie à travers ses heures les plus sombres. Et maintenant, la femme qu'il aimait était légalement séparée de cet héritage par la mère qu'il pleure encore. Une seule signature le plaçait entre deux loyautés et quel que soit son choix, il aurait le sentiment de trahir ses convictions. Il avait passé des années à tenter d'harmoniser son mariage avec la couronne, espérant que la patience, le dévouement et l'acceptation du public auraient enfin assuré à Camilla sa place au sein de la famille royale. Mais Windsor revêtait une signification tout autre pour chacun des protagonistes de ce conflit. Pour le roi, il incarnait la présence de sa mère. Pour William, il symbolisait la continuité, la transmission ininterrompue des responsabilités d'un règne à l'autre. Pour Anne, il exigeait l'obéissance. Et pour Camilla, il était devenu la preuve ultime de son appartenance à la famille royale. Elle attendit d'être seule avec lui avant de parler. Sa colère s'était muée en une émotion plus sourde et plus douloureuse. Charles tenta d'expliquer que le non-respect de la clause pouvait provoquer une rupture familiale et une crise constitutionnelle, c'est-à-dire un conflit sur la possibilité pour le monarque d'ignorer une instruction contraignante relative aux biens royaux et à l'autorité de la maison royale. Mais elle n'entendit pas d'arguments juridiques. Elle perçut de l'hésitation. Elle entendit un mari s'apprêter à confier son avenir au jugement d'une femme qui n'était plus là pour le défendre ou l'expliquer. Camilla demanda si elle resterait toujours une étrangère tolérée, même après des décennies de loyauté à ses côtés. Le roi ouvrit la bouche, puis se tut. Ce silence la blessa plus que n'importe quelle réponse cinglante. Elle lui demanda s'il quitterait Windsor avec elle ce soir-là. Il regarda la porte close et dit doucement qu'il devait rester pour la prochaine réunion d'information juridique. Elle acquiesça une fois, mais le silence qui s'installa entre eux était lourd d'accusations de chagrin et de défaite. William trouva Anne dans un couloir voisin et baissa la voix. Le prince pensait que la clause n'avait pas été rédigée simplement pour exclure Camilla, mais aussi pour empêcher un futur transfert de contrôle après l'accession au trône de Charles. Anne admit que sa mère l'avait un jour averti que les résidences royales étaient rarement acquises par la propriété. Elle s'imposait discrètement par le biais des nominations de personnel des bureaux privés, des listes d'invités, des contrôles de sécurité et de la gestion du quotidien. Petit à petit, l'autorité pouvait se déplacer avant même que quiconque ne le reconnaisse publiquement. C'est d'ailleurs l'aspect le plus révélateur de toute cette affaire, car il change complètement la perspective. Il ne s'agissait pas de savoir si Camilla était gentille, méchante ou populaire. Il s'agissait de savoir si le contrôle opérationnel de Windsor pouvait passer de mains en silence par une multitude de petites décisions administratives. Charles retourna dans le bureau du conseiller juridique et exigea
de connaître l'historique confidentiel de cette restriction. L'avocat ouvrit un dossier séparé et révéla qu'une cérémonie à Windsor avait durablement modifié l'opinion de la reine Élisabeth sur Camilla. Sa décision de rester pour cette réunion d'information ne mit pas fin à leur mariage, mais rouvrit une ancienne fracture, née le soir même où la reine Élisabeth décida que Windsor ne pourrait jamais passer sans risque entre les mains de Camilla. Des années avant que les avocats n'ouvrent ce document confidentiel, Windsor avait été le théâtre d'une confrontation privée que presque personne ne comprenait à l'époque. Elle s'est déroulée après une réception commémorative, lorsqu'une liste d'invités contestés, un service fermé à clé et une commande non autorisée sont parvenus à la reine Élisabeth en l'espace de quelques minutes. À minuit, la monarque avait pris une décision qui lui survivrait, et l'avenir d'une femme au sein du château était déjà compromis. Voici ce qui se tramait en coulisses. Durant les dernières années du règne de la reine, la maison de Camilla avait progressivement étendu son influence. Les demandes affluaient davantage de bureaux, un accès plus fréquent aux suites d'invités, une plus grande autonomie dans l'organisation des cérémonies, un contrôle y accru sur le personnel privé en prévision de la succession. La reine Élisabeth autorisa une coopération limitée, mais refusa de laisser l'autorité de Windsor se déplacer avant que la couronne ne soit officiellement transmise à Charles. Pour elle, le château n'était pas simplement une maison. C'était un véritable centre de pouvoir. Et même de petits changements pouvaient révéler qui pensait que le règne suivant avait déjà commencé. Le point de rupture fut atteint après une réception privée en hommage au prince Philippe. Camilla ordonna à une gouvernante de préparer les anciens appartements de la terrasse Est pour son usage personnel lors d'une future réception royale. Cet ordre fut donné sans l'approbation de la reine. Ces appartements revêtaient une profonde signification familiale, car ils avaient appartenu à la maison privée d'Élisabeth et en changer l'usage aurait signifié bien plus qu'un simple confort. Cela aurait suggéré une succession avant la reddition. Après la réception, la gouvernante bouleversée et incertaine s'adressa à la reine et lui demanda si elle comptait réellement renoncer à ses appartements de son vivant. Élisabeth comprit immédiatement. Elle convoqua Camilla en privé et lui demanda qui avait autorisé cette décision. La future reine consort répondit qu'elle ne faisait que prévoir la continuité. Mais la reine perçut une nuance plus froide dans ses mots. Elle entendit une réclamation avant même que l'autorisation n'ait été donnée. La reine Élisabeth prit la feuille proposant l'attribution des chambres, la plia sans la lire à voix haute et la plaça sous le presse-papier en argent avant de dire à Camilla « Ces chambres ne t'attendent pas ». Le soir même, Élisabeth appela Anne à ses côtés et lui dicta la première version de la restriction de Windsor. Elle expliqua que servir auprès du souverain ne conférait pas automatiquement la tutelle de l'héritage royal. Plus tard, les juristes du palais renforcèrent le texte et ajoutèrent une clause interdisant à tout futur roi d'accorder à Camilla le droit de résidence par un nouveau mandat, c'est-à-dire une autorisation écrite officielle émise par le monarque. Des mois plus tard, Charles apprit que sa mère avait lancé un avertissement sérieux. Il choisit le silence, espérant que la colère s'apaiserait. Au lieu de cela, l'avertissement devint loi. La clause naquit de cette simple phrase, mais lorsque Camilla apprit que Charles avait eu connaissance de cet avertissement et s'était tu le différend juridique des Windsor, se transforma en une confrontation profondément personnelle. Elle pouvait supporter le jugement des avocats, le langage froid
des clauses. Confidentielle, même l'humiliation de perdre son droit de visite, ce qu'elle ne pouvait supporter, c'était d'apprendre que Charles avait lui aussi été averti. À huis clos, le différend juridique devint une épreuve conjugale. Rien ne put les séparer. Aucune déclaration préparée ne put atténuer la vérité. Il n'y avait que colère et chagrin et une question que le roi avait éludée pendant des années. Camilla apporta le dossier historique dans un salon privé et le plaça à 2 mains devant Charles. Sa voix resta d'abord contenue, mais cette retenue rendit l'accusation plus cinglante. Elle exigea de savoir. Lorsqu'il apprit que la reine Élisabeth envisageait de limiter son rôle à Windsor, le roi admit que sa mère avait exprimé des inquiétudes quant aux limites de son pouvoir de décision au sein de la résidence royale, notamment en ce qui concerne le contrôle des pièces du personnel des accès et des décisions quotidiennes. Il affirma n'avoir jamais vu la clause finale et pensait que le désaccord était clos depuis l'incident d'East Terrace. Camilla refusa de l'accepter. Elle lui rappela les années passées à ses côtés à travers les scandales, les rejets, la colère publique et les humiliations privées. À présent, affirma-t-elle, il protégeait la mémoire de la défunte reine, tout en laissant la femme vivante à ses côtés porter seule le fardeau de la punition. Charles rétorqua que la défendre ne pouvait signifier renier les dernières volontés de sa mère. William et Anne interprétèrent cette clause comme un ordre direct de protéger l'identité institutionnelle de Windsor, le rôle du château comme symbole de continuité au-delà de tout mariage ou règne. Camilla révéla alors ce que personne dans la salle juridique n'avait su. Elle y avait déjà approuvé les plans préliminaires pour un bureau permanent à Windsor, incluant les mutations de personnel et un espace de communication privée, persuadée que le roi officialiserait tout ultérieurement. Charles la fixa du regard. Ces plans donnaient aux craintes de la défunte l'apparence moins de la suspicion que de la prophétie. William n'entra qu'après avoir entendu leur voix s'élever. Le prince confirma que tous les transferts envisagés avaient été gelés. Camilla se retourna aussitôt contre lui, accusant le futur roi d'instrumentaliser la clause relative à sa grand-mère pour accélérer sa destitution. Il nia toute vengeance, mais son calme ne fit qu'attiser sa fureur. Camilla demanda à Charles de la regarder dans les yeux et lui promit d'abroger cette clause. Il tendit la main vers elle, mais elle recula et l'espace entre eux devint la réponse. Aucun des deux ne voulut parler. Anne arriva portant la seconde page scellée. Elle ne la tendit pas à Charles. Elle confia donc le dossier à l'avocat et attendit. Leur confrontation révéla les dessous de ce mariage au sein de la monarchie. Mais cette seconde page scellée allait bientôt révéler que la loyauté affective ne déterminait plus qui contrôlait l'avenir de Windsor. La deuxième page n'offrait ni sympathie, ni explication, ni compromis. Elle nommait le tuteur. La reine Élisabeth avait anticipé que Charles pourrait un jour se trouver confronté à un conflit insoluble entre son épouse et son héritage. Aussi, elle lui avait retiré tout pouvoir de décision finale. L'autorité pour faire appliquer la clause de Windsor revenait à la seule membre de la famille royale en qui elle avait confiance pour agir sans sentimentalisme, sans hésitation, sans crainte de conséquences personnelles. La princesse Anne ne manifesta aucune joie. Elle se tenait aux côtés de l'avocat lorsqu'il lui expliqua qu'elle avait été nommée tutrice familiale permanente de la restriction, ce qui signifiait qu'elle avait le devoir de contester toute décision domestique visant à contourner le décret de la défunte reine.
Son autorité ne faisait pas d'elle la propriétaire de Windsor, ni ne la plaçait au-dessus du souverain. Elle lui conférait une responsabilité précise, mais décisive. Protéger l'accès à la résidence, les appartements privés et les nominations domestiques liées à Camilla. Charles en assimila la signification en silence. Sa mère avait fait confiance à sa sœur pour faire appliquer une décision qu'elle pensait qu'il serait trop bouleversé émotionnellement pour mettre en œuvre lui-même. Ce savoir allait bien au-delà du langage juridique. Le roi était toujours souverain. Pourtant, sur ce point précis, son jugement avait été limité par une personne qui connaissait mieux que quiconque ses faiblesses. Se tournant vers son frère, elle lui confia qu'elle ne ressentait aucune victoire. Elle lui abandonnerait immédiatement ce fardeau, dit-elle, si cela ne trahissait pas les dernières volontés de leur mère. Charles la regarda et comprit qu'elle souffrait elle aussi. Le devoir n'avait pas épargné la princesse royale. On lui avait tout simplement refusé la liberté de choisir son confort. L'avocat poursuivit, expliquant que Camilla ne pouvait assister aux cérémonies à Windsor qu'en tant que consort invité, chaque visite nécessitant une autorisation. Des présences répétées ne sauraient en aucun cas constituer un droit de résidence. Anne découvrit alors quelque chose de pire. Plusieurs demandes de personnel récentes visaient spécifiquement à créer une unité permanente pour les reines consorts au sein du château. Une telle unité aurait placé bureau, aide, communication et gestion quotidienne du foyer sous l'autorité de Camilla, sans pour autant lui accorder officiellement d'appartement privé. C'était précisément le genre de transfert de pouvoir discret contre lequel la reine Élisabeth avait mis en garde. Anne signa un ordre de suspension immédiat. Les bureaux seraient supprimés, les mutations de personnel annulées. Tous les arrangements liés à l'unité proposée devaient être démantelés avant le lendemain matin. Elle plaça le document d'exécution devant. Charles tourna la plume vers lui et attendit. Après un long silence, le roi signa l'accusé de réception, tandis que sa sœur gardait une main à plat sur la page. Lorsque la pièce se vida, Anne resta sur place. Elle fixa la signature de sa mère, les larmes aux yeux, avant de plier le document et de reprendre son travail. L'autorité avait enfin été identifiée, mais dès l'instant où Anne l'appliqua, la clause cessa d'être un vieux secret de famille et commença à bouleverser la vie des habitants du château de Windsor. À l'aube, Windsor était déjà en pleine mutation. Les portes qui s'ouvraient auparavant automatiquement nécessitaient désormais une autorisation écrite. Les employés qui attendaient de nouvelles affectations ont reçu des avis d'annulation. Le bureau privé préparé pour Camilla a été vidé avant même qu'elle puisse y entrer. La clause n'était plus une phrase dissimulée dans un dossier scellé. Elle était devenue une réalité tangible, mesurée par des photographies retirées, des clés rendues, des couloirs silencieux et un départ royal que nul ne pouvait passer inaperçu. L'ordre de suspension a circulé dans le château avant le petit déjeuner. Les équipes de sécurité ont reçu de nouvelles règles d'accès. Les responsables des chambres ont annulé les attributions. Le personnel des transports a retiré Windsor de l'agenda privé de Camilla, tandis que la secrétaire particulière du roi a reçu l'ordre de dissocier immédiatement ses activités du château. Cet ordre ne l'a toutefois pas privée de son rôle cérémoniel. Elle pouvait encore assister à des engagements officiels aux côtés de Charles, mais tous ses privilèges de résidence, ses visites sans surveillance, son accès au personnel et son utilisation personnelle des installations de Windsor avaient pris fin. Camilla entra dans le bureau préparé pour sa future équipe et s'arrêta. Les bureaux étaient vides. Tout le matériel de communication avait disparu.
Seule une petite boîte de papeterie personnelle restait près de la porte. Son assistante de longue date proposa de contester publiquement la décision, arguant que le silence donnerait l'impression que l'humiliation était méritée. Elle refusa. Une attaque ouverte contre les instructions de la reine Élisabeth isolerait Charles, endurcirait William et obligerait Anne à défendre la clause avec encore plus d'acharnement. Les responsables de la sécurité portèrent le coup. Le coup. Aussi inspirant avec une formalité calculée. Même lors des cérémonies d'État, la reine consort serait tenue de quitter les lieux après le programme officiel, sauf autorisation écrite exceptionnelle d'Anne. Une cérémonie d'État désigne un événement officiel organisé au nom de la couronne, mais cette explication n'apporta aucun réconfort. Camilla pouvait entrer en tant que membre de la monarchie et se voir interdire d'y rester en tant que membre de la famille. Charles chercha désespérément une autre solution. Il demanda s'il était possible de créer un appartement privé sous un autre nom peut-être rattaché à son propre bureau plutôt qu'au sien. L'avocat répondit que la clause prévoyait précisément cette possibilité. Aucun changement de nom de département, aucune suite secondaire, aucun mandat souverain ne pouvait rétablir le contrôle du domicile à l'entrée du château. Camilla tendit son trousseau de clés à l'agent de sécurité, mais une petite clé en laiton resta accrochée à son doigt. Elle la retira lentement, la déposa dans sa paume et se dirigea vers la voiture qui l'attendait sans se retourner. Charles observait la scène depuis un couloir à l'étage. Il leva la main vers la fenêtre, puis la laissa retomber en réalisant qu'elle ne pouvait pas le voir. Avant que la voiture ne parte, William envoya un message pour parler seul à Camilla. La demande était formulée sans explication. Elle pouvait mener à un nouveau refus ou à la première paix sincère que Windsor n'ait jamais offerte. Windsor avait appliqué la décision de la reine avec une précision brutale. Pourtant, une simple conversation privée avait encore le pouvoir de décider si la famille en sortirait divisée ou si elle comprendrait enfin ce que la clause était censée protéger. William ne rencontra pas Camilla en héritier face à un prince déchu. Il la rencontra en fils conscient de ce que signifiait vivre sous le poids du passé. Sans avocat, sans conseiller, sans témoins familiaux, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans une petite pièce attenante à la chapelle privée de Windsor. Pour la première fois, la discussion s'éloigna des questions d'accès et d'autorité pour aborder les blessures que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais osé nommer. William avait sollicité cette rencontre car il pensait que l'humiliation continue nuirait à la famille et transformerait la clause de protection de la reine Élisabeth en un acte de vengeance. Une clause de protection est une instruction contraignante créée pour préserver un intérêt royal spécifique. Mais il savait que son but pouvait être perverti si la famille l'utilisait pour punir plutôt que pour protéger. Camilla s'attendait à une nouvelle exigence. Au lieu de cela, le prince commença par reconnaître que cette restriction n'effaçait ni ses années de service, ni sa place auprès du roi. Camilla baissa peu à peu sa garde. Perdre Windsor, elle l'admettait, était douloureux, car cela confirmait sa plus vieille crainte.
Ni la loyauté, ni le devoir, ni la résistance publique ne pouvaient la libérer des jugements qui avaient marqué le début de sa relation avec Charles. Elle avait survécu au scandale et au rejet. Pourtant, une page tournée avait rendu le passé immuable. William n'a pas minimisé sa douleur. Il a expliqué que Windsor lui rappelait sa grand-mère, les souffrances de sa mère et la monarchie dont il hériterait un jour. Chaque bureau proposait chaque mutation de personnel, chaque suite privée semblait avoir une résonance particulière, même lorsqu'il s'agissait de simples formalités administratives. Pour lui, le château n'était pas un territoire à revendiquer, mais un patrimoine à préserver. Le futur roi proposa alors un accord. Camilla conserverait tous ses droits cérémoniels et disposerait d'une résidence indépendante ailleurs, tandis que la tutelle privée de Windsor resterait entre les mains de la lignée directe de succession, c'est-à-dire des héritiers qui reçoivent la couronne dans l'ordre. Elle y accepta de ne pas contester la clause, à condition que le palais ne présente pas son départ comme une punition, ni ne nuise à la carrière des employés fidèles. Camilla demanda à William s'il pensait que la reine Élisabeth l'avait détesté. Il marqua une pause avant de répondre. La défunte monarque, dit-il, craignait les ravages que le pouvoir pouvait causer à la famille. Elle n'avait pas nié l'humanité de Camilla. Avant de partir, la reine consorte effleura le dossier de la chaise vide à côté d'elle et murmura qu'elle aurait souhaité que cette conversation ait eu lieu des années plus tôt, lorsque le pardon lui aurait peut-être coûté moins cher. William promit de transmettre l'accord directement à Charles. Il l'avertit alors que des détails de la réunion avec l'avocat avaient déjà fuité dans la presse. Cet accord privé évita une guerre familiale, mais hors des murs de Windsor, la clause secrète était déjà devenue un jugement national sur la mémoire, le mariage et les limites du pouvoir royal. À l'aube, le secret quitta le palais. La Grande-Bretagne découvrit une restriction royale sans précédent dans l'histoire moderne. Une reine consort régnante interdite à jamais de faire du château de Windsor sa résidence. Le public ne perçut pas l'affaire comme un simple différend technique. Il y vit un dernier ordre de la reine Élisabeth, une réprimande transmise à travers le temps et une famille contrainte d'affronter des blessures que la couronne s'était efforcée de contenir pendant des décennies. Le palais réagit promptement, publiant un communiqué officiel avant que les spéculations ne s'emballent. Il confirmait que la défunte monarque avait établi une instruction de résidence privée contraignante et que Charles, William, Anne et Camilla avaient accepté de la respecter. Une instruction de résidence est une directive juridiquement protégée qui détermine qui peut vivre dans une propriété royale ou y exercer une autorité privée. Le texte paraissait calme, son sens était dévastateur. Les médias expliquèrent que Camilla demeurait reine consort et continuerait d'assumer ses fonctions publiques aux côtés du roi. Cependant, les appartements de Windsor, l'organisation de la maison royale, les décisions relatives au personnel et la tutelle à long terme resteraient hors de son contrôle. Les partisans d'Élisabeth saluèrent cette clause comme une protection pour la couronne. D'autres y virent l'ultime humiliation infligée à une femme qui, pendant des décennies, avait soutenu Charles malgré l'hostilité, les scandales et les jugements impitoyables. Charles suivit les événements en silence. Les commentateurs présentèrent sans cesse cette décision comme la victoire de sa mère sur son épouse, transformant un deuil intime en une confrontation publique entre deux femmes qu'il aimait. Le roi refusa de réagir, mais Anne perçut la douleur cachée derrière son silence.
Elle apparut ensuite aux côtés de son frère lors d'un engagement officiel se tenant suffisamment près pour que le message soit on ne peut plus clair. Les deux frères et sœurs restèrent unis, même après que leur mère eut sur instruction placé l'autorité entre ses mains. Le palais publia alors un accord négocié. William et Camilla étaient parvenus à un accord en vertu duquel elles renonçaient volontairement à toute contestation judiciaire et acceptaient de vivre séparément. Cette révélation atténua certaines critiques, mais confirma également que l'exclusion était définitive. Devant la porte Henri VIII de Windsor, une foule se rassembla sous le panneau d'affichage du journal titré « Le dernier ordre de la reine ». À midi pile, le drapeau du château se hissa au passage de la voiture de Camilla, qui ne s'y engouffra pas, et la foule silencieuse regarda le véhicule poursuivre sa route sur la longue allée. À l'intérieur de la voiture, elle vit le titre, ferma les yeux un instant, puis se redressa avant que les caméras ne puissent immortaliser sa douleur. Une dernière apparition à Windsor l'attendait où elle n'entrerait qu'en tant que consorte invitée. Le pays avait réagi, mais la signification de cette clause serait déterminée par le retour définitif de la famille à Windsor et par la dignité avec laquelle chacun franchirait la porte. L'épreuve finale ne se déroula ni dans un tribunal, ni dans un cabinet d'avocats, mais à Windsor même. Camilla revint pour une cérémonie commémorative conformément aux conditions qu'elle avait acceptées, non pas en tant que résidente, ni en tant qu'autorité de la maison royale, mais en tant qu'épouse du roi et membre de la famille royale. Chaque pas était empreint du poids du rejet. Pourtant, ce qui se produisit avant son départ transforma cette clause d'instrument d'humiliation en une limite que la monarchie put enfin surmonter. Camilla entra par l'entrée solennelle et les officiels consignèrent que sa visite ne durerait que le temps de la cérémonie. L'entrée cérémonielle est la voie officielle empruntée pour les engagements royaux et non pour une résidence privée. Windsor n'était plus un foyer pour elle. Charles se tenait à ses côtés, affirmant une vérité incontestable. Respecter les instructions de sa mère n'impliquait ni d'abandonner son épouse, ni de bafouer sa dignité. Camilla s'arrêta près du couloir menant aux anciens appartements privés. Elle savait qu'elle ne franchirait plus jamais ce seuil en tant que membre de la maison royale. Anne s'approcha sans triomphe. La princesse royale reconnut que l'application de cette clause avait été douloureuse, mais insista sur le fait que leur devoir commun était d'empêcher que l'autorité personnelle ne consume l'institution qu'ils avaient héritée. Camilla répondit d'un ton calme et définitif. Elle ne chercherait plus jamais à accéder aux affaires de Windsor. Puis, elle remit à Anne une confirmation signée dissolvant l'unité proposée pour la reine consort, la structure de personnel qui lui aurait conféré une influence permanente au sein du château. Guillaume avait ordonné que les appartements de la terrasse soient préservés en tant que partie intégrante de la maison historique de la reine Élisabeth. Le futur roi approuva également une résidence séparée où Camilla pourrait servir auprès de Charles sans être en concurrence pour l'héritage de Windsor. Avant de partir, Camilla déposa sa renonciation signée sur une petite table sous le portrait de la reine Élisabeth. Anne prit le document, mais au lieu de se détourner aussitôt, elle lui tendit la main. Camilla la lui serra. Charles observa en silence les deux femmes libérées des années d'hostilité sans pour autant nier la douleur. La clause de la reine Élisabeth n'a pas détruit la monarchie, ni mis fin au mariage de Charles et Camilla.
Elle a simplement instauré une frontière entre l'amour et le devoir. Windsor demeura protégé. Le mariage survécut, Anne accomplit la volonté de sa mère, William protégea l'héritage qu'il portait et Camilla choisit la dignité plutôt qu'une bataille perdue d'avance. Elle perdit le château qui aurait pu lui assurer une reconnaissance officielle. Pourtant, en refusant la vengeance, elle gagna ce que l'autorité ne saurait imposer le respect. Les portes se refermèrent derrière Camilla pour la dernière fois en tant que résidente potentielle et Windsor demeura exactement là où la reine Élisabeth l'avait placée hors de portée de la possession, hors de portée du mariage et protégée pour les générations futures.